Amis téléspectateurs de Radio Télépixel, bonsoir à vous tous, peu importe où vous nous recevez. Et nous vous retrouvons aujourd'hui encore pour notre causerie hebdomadaire sur les technologies numériques, sur les technologies de l'information. Et peu importe où vous soyez, merci de nous rejoindre. Nous allons partager quelques minutes ensemble sur le contexte actuel que nous vivons, contexte qui est dominé par cette pandémie, la COVID-19. Un peu partout à travers le monde, tout le monde est confiné chez eux pour essayer de croiser ce virus qui fait rage en Amérique, en Asie, en Europe, un peu partout. Et je me rappelle, avant même de commencer cette émission, nous avons une pensée spéciale pour une personne qui devrait être notre invitée aujourd'hui, mais en raison d'une situation indépendante de sa volonté, elle n'a pas pu être là avec nous. C'était un invité qui devrait nous parler de l'intelligence artificielle, comment utiliser l'intelligence artificielle dans le combat que nous menons présentement contre cette pandémie. Son nom, c'est Patrick Pierre. Il y a sa mère qui est décédée en début de semaine. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter toutes nos condoléances à notre confrère et ami Patrick Pierre. Nous partageons ces moments difficiles avec vous. Étant donné, vu les situations de contexte actuel, on est limité dans nos déplacements. Donc, ça explique tout. Encore une fois, mon frère, je te fais tous mes compliments de condoléances. Nous vous avons déjà parlé à travers cette émission de coronavirus à 2 reprises. Vous l'aurez probablement imaginé, ce soir encore, on va vous parler de coronavirus et technologie. Comment s'y prendre? On n'a pas le choix. Je me rappelle, lorsque j'étais sur le point de planifier cette émission, on ne parlait même pas encore de coronavirus. D'un coup, les choses ont changé, l'information a évolué, la situation a évolué, qui fait à chaque fois que l'on doit se planifier pour discuter avec vous, on s'est dit, par rapport à la technologie, comment est-ce que ça avance, à quel point est-ce que l'on est, c'est quelles décisions qui ont été prises pour essayer de contenir cette pandémie, comment est-ce que les technologies peuvent aider dans cette dynamique. Eh bien, ce soir encore, on va vous parler de coronavirus et technologie, étant donné qu'on était censé avoir un invité qui est Patrick Pierre pour nous parler de comment est-ce qu'on pourrait exploiter l'intelligence artificielle pour compiler des informations, manipuler ces informations et faire le contrôle pour cette pandémie. On a dû changer notre programme pour vous parler de ce qui se dit à travers la presse, les différentes agences de presse, Reuters, la presse canadienne, Radio-Canada, TVA Nouvelles. Mais comment est-ce qu'on rapporte ces informations sur le virus et comment est-ce que les technologies pourraient aider justement à combattre cette pandémie. Combattre cette pandémie, pourquoi est-ce que je parle de combat contre cette pandémie? C'est parce que les décisions qui ont été prises ont été un peu drastiques, un peu dures. On nous a demandé en fait, c'est la meilleure décision à date qui a été prise dans le combat pour contre cette pandémie, c'est de réduire la propagation du virus à travers la planète. Eh bien, une façon, étant donné que ça se transmet d'humain à humain, eh bien, on s'est dit, on va limiter les contacts, on va limiter les sorties, on nous demande à nous confiner chez nous, à rester chez nous, à faire du télétravail, à ne pas prendre trop de contact avec les gens pour éviter que la maladie se propage. Maintenant, c'est tout nouveau pour nous, ces habitudes de vie, ce mode de vie, cette façon de vivre, c'est nouveau. Demander à quelqu'un de rester chez soi et de sortir seulement aux besoins, et quand on parle aux besoins, vraiment pour les besoins qui sont nécessaires, comme par exemple aller s'approvisionner dans un supermarché, et même arriver dans le supermarché, il y a d'autres mesures auxquelles vous devez vous soumettre pour pouvoir acheter vos produits. Ça, c'est nouveau pour nous, on doit vivre avec. Et les autorités, que ce soit locales, que ce soit fédérales, que ce soit mondiales, ils forcent les gens. Il y a certains pays, même en Europe, où on vous force à rester chez soi. En fait, nous, ici, au Canada, on ne vous force pas, mais on vous suggère, on vous conseille fortement, on nous conseille fortement de rester chez nous pour éviter cette chaîne de propagation, pour éviter que l'on soit dans une situation comme ce qui se passe, par exemple, en Italie, en Espagne, et même aux États-Unis, plus précisément à New York, où ça devient vraiment le nouveau foyer de cette pandémie.
comment est-ce qu'on peut aider les gens à rester chez soi? Ça, c'est la grande question. N'oubliez pas que le virus a commencé en Chine vers la fin de l'année 2019, décembre un peu, quand on a découvert plutôt ce virus. Et puis, on s'est dit, on va passer par cette méthode de confinement pour essayer de stopper la propagation. Comment est-ce que la Chine a dû procéder pour aider, ou du moins pour forcer les gens à rester chez soi? C'est pas à moi de vous dire que la liberté des droits, la liberté de la vie, ce qu'on appelle ici le droit à la vie privée, c'est pas tout à fait respecté en Chine, vous le savez. C'est pas une région où vraiment les gens ont la liberté de contrôler ce qu'ils veulent. Du point de vue politique, c'est un peu contrôlé par le gouvernement. Eh bien, suivant les articles que j'ai pu lire sur le Forum économique mondial, sur la jante routeuse, la Chine a dû faire recours à la technologie pour pister les gens, pour essayer de forcer les gens à rester chez soi. Ils ont utilisé ce qu'on appelle la géolocalisation. Ils ont utilisé les téléphones portables des gens, ils ont essayé de pister les gens pour savoir est-ce que les gens se réunissent à un endroit où ils ne devraient pas se réunir. Donc, la Chine aussi a eu recours à l'intelligence artificielle, à des robots qui ont été animés, qui ont été instruits pour faire la livraison des médicaments à des patients dans des chambres. Étant donné que le virus se propage d'humain à humain, ils voulaient éviter le plus possible tout contact entre personne à personne, même dans les hôpitaux. C'est des robots qui faisaient la distribution des médicaments à des malades. C'est des robots informatisés qui étaient munis de ce qu'on appelle toute la batterie de l'intelligence artificielle pour faire ce travail. Et je vous ai parlé de la géolocalisation qui a été utilisée aussi en Chine. Si la Chine a réussi à coiffer, ou du moins si la Chine a réussi à contrôler le virus, eh bien, ils ont utilisé beaucoup de moyens technologiques pour leur aider à forcer les gens à rester chez soi. Maintenant, on est dans une société démocratique ici en Amérique du Nord, plus précisément au Canada. On ne peut pas utiliser ces genres d'informations. Il y a plusieurs associations, il y a plusieurs règles, plusieurs normes qui existent qui nous empêchent d'utiliser des informations des personnes pour peu importe la raison. Si on est en situation d'urgence, si on est en état d'urgence, comme plusieurs mairies ont déjà déclaré l'état d'urgence, ça c'est autre chose. Mais maintenant, quelle lecture est-ce que les autorités font, les différentes villes canadiennes, les États-Unis et même certains pays en Europe, quelle lecture est-ce qu'ils font de l'utilisation de la géolocalisation pour leur aider à forcer les gens à rester chez eux, pour contrôler leurs déplacements, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'affrontement de genre? Eh bien, ce que j'ai fait une lecture de tout ce qui a été dit, toute la littérature qui existe sur ça par rapport aux agences de presse, Reuters, la presse canadienne, Radio-Canada. Eh bien, il y a plusieurs articles qui ont été écrits pour donner le point de vue de plusieurs autorités, que ce soit local, que ce soit national et que ce soit mondial sur ce point. Comme je vous ai dit au début de mon intervention, on ne peut pas comparer la Chine par rapport à l'Amérique du Nord. La Chine, on sait comment est-ce que les droits sont contrôlés, comment est-ce que, pour vous donner un exemple, la Chine, si vous êtes en Chine par exemple, vous faites une infraction, vous brûlez une lumière rouge, vous passez sur une traverse de piétons et que vous n'étiez pas censé passer. Arrivé chez vous, vous allez trouver une contravention, une facture de contravention parce qu'on fait utilisation de la reconnaissance faciale pour identifier chaque citoyen. Et si vous commettez une infraction, au moment même, vous avez été identifié comme étant une personne coupable commettant une infraction et on vous envoie une facture on vous envoie la contravention directement chez vous et vous devez absolument payer. Mais ici, c'est tout un autre débat parce que la question de la vie privée, on ne peut pas faire de l'intrusion comme ça dans la vie des gens, dans la vie privée des gens comme ça. Ça, c'est contrôlé, on ne peut pas le faire ici chez nous. C'est quoi leur approche maintenant? C'est par rapport à plusieurs articles que j'ai lus, je vais partager avec vous comment est-ce que la plupart des autorités de plusieurs grandes villes canadiennes perçoivent ce qu'on appelle l'utilisation de cette technologie, qu'on appelle la géolocalisation, pour forcer les gens à rester chez soi. En fait, c'est des villes canadiennes qui ont pensé, qui ont songé à cette technique-là pour essayer de pister la COVID-19.
faut dire que dans un point de presse que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a donné en début de semaine, eh bien, il a dit que le Canada n'écarte pas complètement l'utilisation des données de géolocalisation des appareils mobiles pour limiter la propagation de la COVID-19. Donc, il y a une possibilité à ce que l'on utilise la géolocalisation, mais ça ne va pas se faire du matin au lendemain. On décide de le faire sans qu'il n'y ait pas d'autres mesures qui leur permettent de le faire. Du côté de Toronto et d'Ottawa, les autorités de ces deux villes-là ont dit qu'ils ont déjà exploré cette possibilité pour faire respecter les directives de distanciation sociale qui ont été imposées à leurs citoyens. Vous savez, un peu partout au Canada, on demande aux gens de ne pas se rencontrer pour un maximum de 5-10 personnes. Limitez vos déplacements, faites seulement des déplacements au besoin. Mais vous savez, malgré ça, il y a des gens qui continuent à se rencontrer par dizaines pour d'autres activités. Ici, on ne vous force pas à le faire, mais on vous conseille fortement. Mais si vous le faites aussi, il y a des voisins qui peuvent appeler la police pour dire, écoutez, il y a un rassemblement de plus d'une personne à côté de chez moi, ça, c'est pas bon par rapport aux directives qui ont été données. Eh bien, certaines villes, justement, comme Toronto et Ottawa, des villes canadiennes, ils ont pensé à faire usage de l'utilisation de cette technologie-là, la géolocalisation, à partir de votre téléphone portable pour pister là où il y a un rassemblement de plus de nombre de personnes qui pourraient constituer une menace pour la population en termes de propagation du virus. C'est à ce point où l'on est présentement. Alors, il faut dire que ce genre de mesures, ça soulève d'épineuses questions d'éthique, même si que ces techniques-là se sont avérées un peu positives dans des pays comme la Chine qui ont fait l'utilisation de cette technologie pour croiser la COVID-19. Lundi de cette semaine, on est aujourd'hui samedi, lundi de cette semaine, lors d'une vidéoconférence organisée par un organisme qu'on appelle Tech2, il y a le maire de Toronto, il s'appelle John Tory, qui a indiqué vouloir obtenir des données agrégées et anonymes pour tracer les points de rassemblement de certains résidents. Et un peu plus loin, dans cette vidéoconférence qui a été organisée à la ville de Toronto, il y a le porte-parole de la ville qui a dit que le maire avait évoqué l'idée d'utiliser cette pratique pour éviter tout ce qui est rassemblement dans la ville de Toronto. Alors, la façon dont ça se passe en général, quand on discute ce genre de décision, c'est présenté en conseil municipal. Alors, cette décision-là a été présentée en conseil municipal. Le conseil n'a pas approuvé l'idée d'utiliser la géolocalisation pour pister la COVID-19 pour éviter à ce que plusieurs personnes se réunissent à des endroits où ils ne sont pas censés être, juste pour éviter la propagation du virus. Du côté d'Ottawa, il y a la médecin en chef qui s'occupe pour la sécurité publique. Son nom, c'est Vera Hedges. Elle a dit lundi de cette semaine aussi, considérer l'utilisation des données agrégées en provenance des sources électroniques, y compris les appareils mobiles. La docteure a continué pour dire que c'est une option, mais le lendemain, elle a tempéré, elle a rétracté pour dire effectivement, c'est une option, mais pour le moment, c'est pas dans le court terme. Fait que vous voyez toute la prudence qu'il y a dans l'idée de dire, bon, OK, on va l'utiliser et de dire, bon, OK, d'accord, il y a tellement de normes, il y a tellement de règles, il y a tellement de lois, il y a tellement d'autres décisions initiales qui doivent être prises avant même que l'on soit arrivé à une étape où l'on se dit, bon, on va pister les citoyens, on va surveiller les citoyens à partir de leur téléphone portable. Alors, explicitement, ce que la responsable de la sécurité publique, la docteure Hedges, qu'elle a déclaré, explicitement, nous étudions toutes nos options. La géolocalisation serait explorée de manière transparente et seulement si nous avons des preuves de son efficacité. Ça, c'est la déclaration qu'elle a dû faire mardi, après qu'elle avait mentionné un jour à l'avance, un jour d'avant, que c'était une option d'utiliser ce qu'on appelle la géolocalisation pour pister les citoyens. Du côté
compagnies de télécommunications, les grandes compagnies de télécommunications qui sont établies ici au Canada, comme TELUS, Bell, Rogers, comment est-ce que eux, c'est quoi leur point de vue là-dessus? Alors, ces compagnies-là ont indiqué mardi de cette semaine par courriel n'avoir reçu aucune demande pour partager les données de géolocalisation de leurs clients. Et Bell a continué un peu plus loin pour dire que, de leur côté, ils sont prêts à envisager cette possibilité si seulement cela pouvait contribuer à la lutte contre la COVID-19, mais ceci en fonction de la loi sur la vie privée. Tout le monde essaie de marcher sur des œufs. La loi sur la vie privée, eh bien, il faudra qu'on clarifie ça d'abord avant de passer à cette étape. On ne peut pas faire comme je vous ai dit en Chine. Ça a été un peu plus facile d'utiliser cette technique parce que il n'y a pas vraiment trop de respect de la vie privée en Chine, si je ne veux pas être trop méchant. Du côté de Vancouver, c'est quoi leur point de vue? Le porte-parole de la ville de Vancouver, Kristen Langen, a indiqué toujours en début de cette semaine que la géolocalisation n'était pas envisagée pour l'instant, mais a précisé que la municipalité étudiait toutes ces options dans un contexte de crise sanitaire. On est dans un contexte de crise mondiale, on sait que ça existe. Pour le moment, on n'envisage pas de l'utiliser, mais on peut toujours revoir cette façon de voir après certaines discussions. Ça, c'est pour la ville de Vancouver. Qu'en est-il de la ville de Montréal, là où nous sommes présentement? En fait, il y a la presse canadienne qui a fait des vérifications auprès du service de police de la ville de Montréal, qui est l'instance municipale chargée de faire respecter sur le territoire de Montréal tout ce qui est mesures gouvernementales provinciales qui interdiraient justement les rassemblements. Eh bien, la ville a déclaré ne considérer aucunement cette méthode pour le moment et ce n'est pas dans leur projet d'utiliser la géolocalisation pour forcer les citoyens. Ils veulent surtout se concentrer pour le moment sur la conscientisation, pour conscientiser les gens de l'impact du virus, de ce que ça peut causer, en leur signalant de voir comment est-ce que ça évolue dans certains autres pays comme New York, comme États-Unis ou la ville de New York, ou même l'Italie ou l'Espagne, où il y a des centaines de morts par jour, c'est parce qu'il y a une transmission communautaire qui se fait. Eh bien, si on limite nos déplacements, si on limite nos rassemblements, il y a une possibilité à ce que l'on ralentisse la propagation du virus. Alors, la ville de Montréal dit utiliser la géolocalisation pour forcer les gens à rester chez soi pour éviter la propagation du virus. Ce n'est pas une option pour le moment. Ils préfèrent aller plutôt par cette forme de conscientisation. Encore de la misère avec ce mot. Finalement, je vais arriver pour le dire. Bon. Alors, du côté d'Ottawa, plus précisément du côté du gouvernement, ce qu'a dit M. Justin Trudeau, toutes les options étudiées. Toutes les options sont étudiées pour le moment, selon ce qu'a déclaré M. Justin Trudeau en pleine presse mardi. Il a dit, pour le moment, la géolocalisation n'est pas une option que nous examinons, mais toutes les options sont sur la table pour assurer la sécurité des Canadiens en ce temps exceptionnel. Et sa déclaration a été explicite pour dire qu'il existe de nombreuses approches innovantes pour lutter contre la COVID-19, mais elles devraient toutes être examinées dans le respect de la vie privée, de l'éthique et de toutes ces considérations. Notre priorité demeure toutefois la distanciation sociale. C'est toujours partir à sensibiliser les gens pour leur dire gardez une distance de 6 pieds entre vous pour éviter tout contact, pour éviter, même nous aussi, au niveau de la préparation de cette émission, on met aussi en pratique toutes ces techniques au niveau de nos studios, éviter tout contact humain, éviter tout rapprochement. Voilà vers quoi nous en allons présentement. Alors nous sommes déjà à ce point pour éviter vraiment que le virus se propage. Alors, comment est-ce qu'on peut résumer? On a parlé de Toronto, on a parlé d'Ottawa, on a parlé de Vancouver, on a parlé de Montréal. Eh bien, finalement, on peut se dire que le Canada n'est pas prêt à emboîter le pas, à utiliser la géolocalisation, cette technique pour forcer les gens à rester chez soi pour éviter la propagation. Du côté des États-Unis, selon ce qu'a rapporté l'agence de presse Reuters, ils ont déjà fait appel aux géants du web pour avoir accès à des données anonymisées et pour
collecter ces informations, mais juste les données de localisation, mais sans vraiment les coordonnées spécifiques des clients ou des personnes. En Israël, comment est-ce que ça se passe? Et mercredi de cette semaine, Israël a adopté une loi d'urgence afin d'alerter directement les personnes ayant été en contact avec une personne contaminée en fonction de cette technique qu'on appelle la géolocalisation. Fait que Israël, de leur côté, ils l'utilisent. Les États-Unis ont fait appel aux grandes compagnies qui détiennent ces informations pour les collecter, mais tout en se réservant le droit d'utiliser les informations nécessaires, sans les références ou les données spécifiques de chaque personne. Comment est-ce que ça se passe en Europe? Je vous ai dit qu'on va faire le tour pour voir. La Chine a déjà circonscrit le virus en utilisant cette technique-là. Je vous ai dit la différence entre nous et la Chine. Il y a des principes ici qu'on ne peut pas violer, la loi sur la vie privée plus précisément. Eh bien, voilà l'approche de nos différentes autorités par rapport à ça. En Europe, les gérants de communication, de télécommunication plutôt, partagent leurs données depuis plus d'une semaine avec les autorités sanitaires, telles que les autorités italiennes, les autorités allemandes, les autorités autrichiennes. Et toujours selon ce qu'a rapporté l'agence de presse Reuters, ces données sont transmises de manière anonyme en respect des lois européennes sur la confidentialité. Sans les grandes compagnies européennes de télécommunications, les données sont collectées et ont été transmises aux autorités européennes, italiennes, allemandes, autrichiennes, et de façon anonyme, ils commencent à traiter ces informations pour pister les citoyens pour savoir est-ce qu'il y a des rassemblements illégaux qui se font, est-ce qu'il y a des rassemblements de plus de 10 personnes, dépendamment de la façon du pays, parce qu'il y a certains pays qui demandent qu'il n'y ait pas plus de 10 personnes à se réunir en même temps au même endroit. Il y en a, c'est 50, il y en a, c'est 10. Je pense que la Suède n'a pas encore statué là-dessus. Le Danemark a déjà limité. Fait que chaque pays, en fonction de l'évolution de la situation, ils mettent en place leurs principes. Alors, comment est-ce qu'on peut dire? Pour ce qui est du Canada, on parle de respect de la vie privée. Il y a un courriel qui a été envoyé par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada qui a indiqué mardi de cette semaine que les données agrégées pourraient ne pas correspondre à la définition des renseignements personnels. Dans ce cas, l'obtention de ces données pourrait être permise, mais plutôt dans un contexte de crise sanitaire. La question à se poser, est-ce qu'on est dans un contexte de crise sanitaire, oui ou non? On va voir, on va évaluer la situation au jour le jour et on va finalement prendre une décision par rapport à la façon dont la situation va évoluer. Il y a une autre association qui a publié sur Twitter, c'est plutôt l'Association canadienne des libertés civiles, qui s'est dit plutôt inquiète à l'idée, mais pour le moment, elle est rassurée par le fait qu'aucune donnée n'avait été partagée jusqu'à maintenant par les fournisseurs de télécommunications. Donc, le débat est ouvert, mes chers amis. Est-ce qu'on va utiliser les données de géolocalisation pour contenir, pour forcer les citoyens à rester chez soi? Je parle de différentes villes canadiennes, aux États-Unis ou même en Europe. La Chine l'a fait. C'est parce que les règles et les principes sont différents en Chine par rapport à ce qui se passe en Amérique, par rapport à ce qui se passe en Europe. Il reste à nos responsables pour décider est-ce qu'on va essayer d'imposer une loi qui va leur permettre, pour le contexte actuel, si on définit le contexte comme étant un contexte de crise sanitaire, pour dire on va utiliser ces données, mais on ne peut pas aller de cette façon par rapport à la loi sur la vie privée qui existe, la loi des libertés individuelles. Donc, si j'ai un téléphone, on ne peut pas se permettre de pister ou de me suivre où je suis avec mon téléphone pour que l'on sache à telle heure j'étais à tel endroit, combien de personnes étaient à cet endroit. Il faut faire attention, hein. Votre téléphone intelligent, le GPS, le GPS c'est important, mais on ne va pas vous pister à partir de votre GPS. Le GPS peut être fermé, mais on peut toujours vous localiser. Il y a ce qu'on appelle un genre de triangulation qui peut se faire pour croiser les données et puis on peut déterminer à quel endroit tel ou tel signal se trouve. Pourquoi est-ce qu'on parle de géolocalisation présentement? C'est parce que
presque tout le monde sur la planète, eh bien, détient un téléphone portable, un téléphone intelligent. C'est très populaire, c'est très commun. Maintenant, on a le téléphone et on peut utiliser ce téléphone-là pour nous forcer soit à rester chez nous, si on ne veut pas le faire de façon volontaire. Maintenant, si on le fait et on n'était pas censé le faire, maintenant, à partir de cet appareil-là que l'on détient, que l'on a sur nous, peut nous pister pour dire, eh bien, vous avez comment dire, violé la loi. Autre chose que je veux vous dire par rapport à cette situation aussi, il y a plusieurs débats, il y a plusieurs personnes qui commencent à commenter là, les articles que j'ai lus, que ce soit sur Reuters, que ce soit à travers la presse canadienne, sur l'utilisation des technologies pour forcer les gens à rester chez eux. Il y a des gens qui se disent, oui, si c'est pour stopper la pandémie, moi j'ai aucun problème à ce qu'on utilise les données de mon téléphone pour pister les gens, pour essayer de forcer les gens à rester chez eux. Il y a d'autres personnes qui disent, peu importe la situation actuelle, peu importe la gravité de la situation, je refuse catégoriquement que l'on utilise, qu'on essaie de pister mes informations. Mais laissez-moi vous dire aussi, là, même si le débat se fait sur une question de vie privée ou pas vie privée, je vous assure qu'on est déjà surveillé. Les petits gadgets que l'on a chez nous, comme du genre Alexa, du genre Google Home, là, ça enregistre toutes nos informations. Il suffit que l'appareil soit branché, ça commence à enregistrer tout ce qui se dit à la maison. Fait que, est-ce qu'on peut vraiment ramener le débat sur une question de vie privée ou pas? Moi, j'ai des doutes là-dessus. Mais c'est juste pour vous dire que ça commence déjà à se faire. Là. Tout ce que vous faites comme recherche sur Google, c'est enregistré quelque part, c'est stocké quelque part. Il y a même, dans le passé, Facebook qui s'était fait taper sur les doigts pour le fait d'utiliser des informations personnelles des gens pour les vendre à des fins, pour augmenter leur business à un certain point. Je vous ai dit, comme par exemple Alexa, Google Home, Google Mini, tous ces genres d'affaires-là, il suffit que ça soit branché sur Internet et poussé dans la maison. Tout ce qui se dit, c'est enregistré et que ces informations-là peuvent être utilisées pour différentes raisons. Autre chose à dire, ce n'est pas nous les citoyens qui allons décider est-ce qu'on doit le faire ou pas. C'est les autorités qui doivent réunir entre elles, c'est les autorités qui auront à décider à partir d'une loi pour dire, bon, ok, d'accord, on va passer outre ces lois qui existent sur la liberté individuelle, sur la liberté de la vie privée, pour contrôler les gens si on est vraiment dans une situation où on doit le faire, et ceci pour stopper la propagation du virus. Il y a une firme torontoise qu'on appelle Blue Dot. C'est l'une des premières à avoir détecté la propagation de la COVID-19. Eh bien, cette firme-là a obtenu lundi dernier un financement pour sa parfaite modèle prévisionnel de l'évolution de la maladie dans le cadre d'un investissement de 275 millions de dollars pour la mobilisation des sciences dans la lutte contre le coronavirus. Maintenant, il y a déjà des organisations, il y a déjà des instances, des firmes qui commencent à collecter des informations. Et quand on parle de collecte de données, si on parle d'une masse de données, on fait appel à l'intelligence artificielle pour opérer sur ces données et ça va permettre de définir, de dessiner des graphes, ça va permettre aussi de comprendre l'évolution de la maladie à travers le monde, à travers la planète. Alors, le point c'est, est-ce que l'on doit utiliser la géolocalisation ou pas? Ce n'est pas à nos citoyens de le décider, c'est plutôt les autorités qui vont le faire. Mais notre point ici, à travers cette plateforme facilitée, c'est de vous dire que ça a été utilisé en Chine et ça a donné des résultats. Et c'est de vous dire aussi qu'à partir de votre téléphone intelligent que vous avez, il y a une façon de vous suivre à travers ça. C'est une façon pour nous aussi de vous dire de faire attention. Même les appareils que vous avez chez vous, du genre Alexa, Google Mini, Google Home, c'est des appareils qui commencent à enregistrer des informations qui peuvent être utilisées à n'importe quel moment. Donc, les moyens existent, les technologies existent,
mais il y a des lois aussi qui régissent toutes ces technologies, qui régissent tous ces moyens-là. Avant de pouvoir les utiliser, eh bien, il doit y avoir des autorisations à donner quelque part. C'est la façon dont ça se passe ici en Amérique. Ça ne se passe pas comme ça se passe dans certains pays, comme par exemple la Chine. Au niveau de la médecine aussi, on a vu qu'il y a une certaine réticence par rapport à ce qu'on appelle la télémédecine. Il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois de cela, c'était compliqué la télémédecine. On disait qu'on ne peut pas introduire la télémédecine à travers plusieurs instances régulatrices qui existent. Il n'y a pas de contrôle de ci, il n'y a pas de contrôle de ça. Mais je dois vous dire, avec le contexte où nous sommes, tout ce qui était comme blocage à un certain point pour la télémédecine, tous ces blocages-là sont tombés parce qu'on n'a pas le choix maintenant. La télémédecine devient, c'est des téléconsultations. Vous faites des consultations soit par Skype, soit par FaceTime, soit par Google Duo, dépendamment. Il y a même des applications qui existent dans le domaine médical, dans le monde médical, et on distribue ça entre cliniques. Et puis les cliniques utilisent ces applications pour contacter leurs patients. Et non seulement on peut contacter le patient, si c'est un spécialiste qui fait affaire avec cette application, ce spécialiste-là peut même contacter votre médecin de famille pour avoir un peu plus de détails sur votre cas. Les hôpitaux sont débordés un peu partout. Vous voyez ce qui se passe à New York, vous voyez ce qui se passe en Italie, en Espagne. Maintenant, c'est les cas prioritaires qui sont traités. Et les cas prioritaires qui sont traités, même les professionnels de la santé aussi doivent se protéger. On se dirige vers la télémédecine. On a déjà parlé de ce qu'a été le télétravail. Maintenant, c'est déjà implanté. On a passé 2 semaines en télétravail, un peu plus que 2 semaines. Ça a été expérimenté. On a parlé d'infrastructures qui devraient exister. Et si ça n'a pas existé, on devait travailler là-dessus pour permettre à ce que le télétravail soit possible. Et bien maintenant, on se dirige vers la télémédecine, téléconsultation, pour essayer de faire des consultations à distance, pour essayer de faire des prescriptions à distance, pour éviter tout contact, pour éviter la propagation de cette pandémie. La COVID-19 est réelle, la COVID-19 existe, ça attaque, ça frappe. Maintenant, c'est à nous de nous adapter pour ne pas permettre à ce que la COVID-19 ait la victoire sur nous. Donc, on change toute notre façon de faire et les façons de faire qui ont été implantées avec la venue justement de la COVID-19, ces façons-là sont là pour rester parce qu'on est en train de les expérimenter, on peut toujours les utiliser. Et aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec un de mes collègues. L'un des postes que j'ai vu à travers les journaux qui est très, très demandé de nos jours, c'est les techniciens en informatique. Parce que les compagnies n'ont pas le choix d'adapter leur système informatique par rapport à ce qui se passe présentement. On demande à ce que tous les services qui ne sont pas des services essentiels de fermer leurs portes. Maintenant, si vous fermez les portes, il n'y a pas de revenus. On n'a qu'un seul choix maintenant, c'est de se tourner vers le commerce en ligne. Ce qu'on appelle, vous commandez à partir du site de la compagnie et la compagnie vous fait la livraison. Ça, c'est les compagnies qui n'avaient pas cette structure en place. Mais j'ai vu, il y a plein d'offres d'emploi pour des techniciens en informatique pour essayer d'implanter ces systèmes qui n'existaient pas déjà, mais encore plus pour supporter ces systèmes qui existent déjà et qui deviennent débordés par rapport à la demande. Je connais des supermarchés, des grands supermarchés ici au Canada qui ont dû différer leur système de livraison parce qu'ils ont été débordés. Le système a été complètement saturé. C'est la première fois qu'il y a eu beaucoup d'achalandage sur leur site. Et puis, à certains moments, ça plante carrément le site. Le site devient complètement inopérationnel parce qu'il y a trop de demandes, il y a trop de personnes qui essaient de se connecter, il y a trop d'opérations qui se font sur le site au même moment. Donc, si vous êtes technicien en informatique, c'est peut-être l'occasion pour vous de vous prouver. Il y a plein de possibilités, il y a plein d'opportunités. Et moi, je crois que ces opportunités sont là pour rester parce que les entreprises vont devoir s'adapter, les entreprises vont devoir avoir un plan de contingence, les entreprises vont devoir améliorer leur système informatique parce que c'est ce qui se parle présentement avec la venue de la COVID-19, c'est le langage technologique, c'est le langage informatique et nous devons avoir des systèmes forts, fiables, robustes pour supporter les demandes.
J'ai lu un article cette semaine pour l'Internet. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour se demander est-ce que l'Internet va pouvoir supporter? Est-ce qu'avec le volume de gens qui travaillent de chez eux, il y a une demande énorme qui se fait là sur Internet? Les étudiants, l'éducation en ligne, la formation en ligne, il y a des écoles qui commencent à donner des cours en ligne à leurs étudiants. Eh bien, il y a une grande compagnie en Europe, je me rappelle pas du nom, mais eux, ils se sont dit qu'ils ont remarqué une augmentation de 20 à 25%, de 20 à 45%, pardon, de 20 à 45% du trafic, mais qu'ils sont capables de supporter le volume de trafic. Ils sont capables de supporter tout ce que ça demande en termes de gourmandise, de demandes qui vont venir par rapport à toutes les personnes qui vont travailler de chez eux et qui passent beaucoup plus de temps à la maison. Et nous avons vu aussi la semaine dernière Google, YouTube, Netflix. Ils ont eux aussi changé le format de leur livraison de certaines vidéos pour les rendre un peu plus légers, pour permettre à ce que, pour éviter trop de trafic sur Internet. Netflix a commencé par l'Europe, mais après YouTube a emboîté le pas. Et il y a même des instances gouvernementales aux États-Unis qui rencontrent ces grandes compagnies pour discuter avec eux, pour alléger leur contenu vidéo, pour permettre à ce que la vie continue. Parce qu'au moment où nous sommes, la dernière chose que l'on peut faire face, c'est une panne d'Internet. Si c'est une panne d'Internet, eh bien à ce moment-là, si on a à faire face avec cette situation, je ne vais pas me faire oiseau de mauvaise augure, mais selon tout ce que j'ai lu, selon tous les rapports qui ont été rédigés à ce sujet, on n'est pas encore là et on n'est pas pour arriver à ce point-là. On est confiant que tout est stable, que tout est correct, que leurs infrastructures sont solides et l'infrastructure existe pour permettre de supporter tout ce qui se passe présentement par rapport aux demandes. Mesdames et messieurs, mon nom c'est Clément Calvaire. La plateforme c'est Radio Télépixel. L'émission c'est Facilité. On a cette discussion toutes les semaines, une fois par semaine justement, pour discuter technologie, pour discuter approche, pour discuter concept. Je suis ouvert à discuter avec vous. Et en général, on ramène des invités sur la table. Et comme j'ai dit tantôt, je devais avoir un invité qui malheureusement a dû faire face à des situations indépendantes de sa volonté. Encore une fois, je te salue Patrick. Et on espère qu'on aura à conduire notre conversation. Patrick, c'est un docteur en informatique cognitive. Il doit nous conduire sur l'intelligence artificielle et on aura à le rencontrer très bientôt sur cette plateforme pour discuter, pour conduire notre conversation. Le moyen de contact avec nous, c'est le 514-799-6087. Et par email, vous pouvez le faire sur clément.calvaire@clémentcalvaire.com. Je vous invite à vous connecter sur Facebook, sur YouTube, sur Radio Télépixel. Likez la page. Comme ça, toutes nos publications qu'on aura à faire, vous serez alertés à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle publication de disponible. C'est un plaisir pour moi de dialoguer avec vous dans le contexte où nous sommes. Je dois vous dire de rester positif. On est dans le combat. On doit vaincre ce virus. On doit rester vivant pour vaincre ce virus. Et vous connaissez déjà les conseils. Il faut se protéger. Restez chez soi. Ne sortez pas. Et n'oubliez pas la formule magique. Lavez-vous régulièrement les mains, au moins 20 secondes avec du savon. Et ensuite, faites-le aussi souvent que possible. Vous revenez de l'épicerie, faites-le. Vous revenez d'autres choses, touchez les affaires. Lavez-vous vos mains. Comme ça, vous allez empêcher la propagation du virus. On est tous d'accord qu'on est presque à bout. On est tous d'accord qu'on ne peut pas aller plus loin que là où nous sommes. Mais il y a certains pays où le pic doit venir dans quelques jours. Alors nous devons nous rendre forts, nous devons rester solides et nous devons éviter de propager la maladie. Si vous croyez que vous êtes atteint, évitez les contacts, restez chez vous et évitez les rassemblements. C'est la façon la plus idéale pour empêcher la propagation. Et comme ça, vous allez rendre service à nos autorités qui ne vont pas devoir utiliser nos données de géolocalisation pour pister là où il y a des rassemblements pour empêcher la propagation du virus. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la semaine prochaine.